C'est pas qu'il y a plus de sentiments, c'est il s'enfouit. Il y en a qui pensent que les sentiments ont disparu parce qu'ils ne sont plus entretenus. Surtout dans un cadre de Alia où justement il peut y avoir beaucoup de changements, beaucoup de perturbations, et qu'on va être plus préoccupé par rapport à justement s'occuper des enfants, de leur équilibre, du travail, de toute la logistique. Donc le couple passe en dessous de la pile. Passe en dessous de la pile. Ariel Sibony, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Merci psychologue, beaucoup, mais de rien, avec plaisir. Spécialisé dans ce qu'on peut appeler les problématiques de la sphère familiale. Oui. Problèmes de couple, problèmes de divorce, évidemment, Oui. d'enfants qui subissent les conséquences souvent de Absolument. ces situations compliquées. Ouais. On va commencer peut-être avec quelques chiffres, puisque nous sommes après le corona. Est-ce que vous avez des chiffres concernant l'augmentation des divorces ? Sur l'année en cours, comparé aux années précédentes, on avait 10 000 cas de divorce en moyenne. Et là, on se retrouve avec 14 000 cas de divorce, qui fait donc une augmentation de 4 000 cas en plus sur le cours de l'année. Et en termes en termes de chiffres, ça représente près de 2 mariages sur 3 qui terminent en divorce. Ok, donc vous êtes confronté dans votre pratique quotidienne à cette augmentation. Alors, je crois que vous avez dressé une liste des facteurs qui font que on divorce. Et nous, ce qui nous intéresse au premier plan, c'est l'ALIA, forcément, puisqu'on traite des problématiques d'ALIA. On aide les gens à mieux s'intégrer. Est-ce que l'ALIA est aussi un facteur qui fait que les divorces arrivent ? Absolument. On peut identifier 6 facteurs assez prédominants, dont l'ALIA, d'accord, et donc vient s'ajouter le 7e, dont on parlera aussi du corona. Premier facteur, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'on monte aujourd'hui dans une société où les gens se focalisent beaucoup plus sur eux-mêmes. Et pense moins à l'autre. Voilà, pense de moins en moins aux autres. À ses besoins, à leurs problématiques. Voilà. On est dans une société où chacun pense par rapport à soi. Enfin, aussi l'émancipation de la femme, le fait de dire j'ai le droit de dire si ça va pas, j'ai le droit de divorcer. D'ailleurs, il faut savoir que c'est en majorité les femmes qui demandent le divorce. Ok. En même temps, si les situations sont compliquées à vivre, avant peut-être que ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui, les femmes travaillent, elles sont libres. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant. Et quand une femme aujourd'hui se retrouve, on va dire, dans une situation qui devient trop incommodante, elle demande le divorce. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au facteur de l'individualisme. On a le phénomène travail aussi. Mais on combine aussi ce phénomène par rapport à l'ALIA, c'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on doive plus travailler, plus être impliqué dans le travail, souvent déjà ça peut être une raison comme quoi, en fait, soit les deux membres du couple travaillent trop et n'ont plus le temps vraiment d'être ensemble, de vivre un couple, soit il y en a un qui travaille trop et l'autre se sent délaissé. Absolument. Ok. Absolument. Et avec l'ALIA, ça vient ajouter l'histoire, parce que quand on se retrouve avec une ALIA Boeing, où en fait on a encore son travail en France, il y en a qui disent que ça peut les arranger parce que ça aère un peu le couple, de moins se voir. Mais au final, ça peut être assez perturbateur. Moins on partage le quotidien, moins on a des choses à se dire. Et puis on commence à avoir une sorte de double vie, quoi. Parce qu'on a une vie là-bas, une vie ici. Mais double vie dans le bon sens, on espère. Ouais, on espère. Des fois, après, ça peut être dans le mauvais sens. Bon, en même temps, avec le corona, l'ALIA Boeing, il y en a un peu moins quand même. Ça a limité en fait les déplacements. Donc après, ça fait aussi pas mal de crises sur le plan financier. Où il y a des personnes qui se sont retrouvées en l'argent aussi, un facteur important de divorce. Ah oui, absolument. Voilà, il y a aussi l'argent. Il y a d'autres facteurs ? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le couple, c'est quelque chose d'acquis. C'est normal, on est marié, donc on n'a pas besoin de faire d'efforts en particulier. Et ce qui se passe, c'est que, surtout avec l'arrivée des enfants, on passe au stade de couple parental. Et ça se fait parfois au détriment du couple conjugal. On ne sort pas parce qu'on ne veut pas prendre encore de babysitter. Et puis le temps passe, on ne prend pas de vacances, on ne prend pas de sortie. Et puis après, on est là par rapport aux enfants, par rapport à la logistique, par rapport au Shabbat. Il n'y a plus de sentiments.
Et les sentiments, c'est pas qu'il y a plus de sentiments, c'est qu'il s'enfouit. C'est-à-dire que, et justement, ce qui peut se passer, c'est qu'il y en a qui pensent que les sentiments ont disparu parce qu'ils ne sont plus entretenus. Mais en vrai, parce qu'on les fait pas vivre, on les entretient pas. Ça demande de l'entretien pour que ça marche. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez fondamental, surtout dans un cadre de Alia où justement il peut y avoir beaucoup de changements, beaucoup de perturbations, et qu'on va être plus préoccupé par rapport à justement s'occuper des enfants, de leur équilibre, du travail, de toute la logistique. Donc le couple passe en dessous de la pile. Il passe en dessous de la pile. Voilà, il passe sous la table et puis voilà. Il y a des problèmes à la base et on vient pour arranger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Alia, c'est un vrai tremblement de terre, en fait, pour un couple. C'est un vrai tremblement de terre. C'est-à-dire il faut vraiment résister au choc par rapport à tous les changements qui peuvent s'opérer. Et quand on est trop pris par... Ça veut dire quoi ? La place des deux n'est plus la même, les équilibres changent. Celui qui parle hébreu, celui qui ne parle pas l'hébreu. Absolument. Celui qui travaille, celui qui ne travaille pas, c'est ça ? Absolument. Ceux qui travaillent, les femmes qui peuvent se retrouver le plus souvent à ne pas travailler. Ou d'autres, il y en a qui travaillent, c'est peut-être qui sont la chargée de... Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le chef de famille, ça devient la maman. Absolument. Donc c'est compliqué. Absolument. Et là, du coup, il y a de vraies perturbations. En tant que psychologue, vous avez bien sûr réfléchi aux conséquences que ça peut avoir sur la famille. Absolument. Il y en a des bonnes et des mauvaises, j'imagine. C'est pas que négatif parce que on a beaucoup le stéréotype du divorce comme étant « oh là là, tu vas divorcer, oh là là, c'est une catastrophe. Ouais, les enfants, qu'ils ont quel âge ? Ah, ils ont 1 an. Oh là là, c'est trop dur. Oh là, comment tu vas faire ?» Donc c'est quelque chose de très lourd. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne divorcent pas parce que pour eux, c'est une montagne. Pour le coup, ils ont un peu raison parce que, bon, déjà, c'est un modèle familial et conjugal qui se casse, en vrai. Parce que voilà, on part sur l'idée de se dire qu'un mariage, c'est quelque chose qui va durer... jusqu'au bout de la vie, et qu'on va rester tous unis, on va rester tous en famille. Et voilà, c'est quelque chose qui se brise, quoi. Qu'est-ce qu'on peut évoquer comme côté positif ? Les côtés négatifs, on les imagine, on les connaît. Le dernier truc négatif quand même qu'il y a à dire, c'est au niveau logistique, parce que c'est quand même plus lourd d'avoir deux endroits et de se retrouver à devoir gérer et les vêtements. Pour les enfants. Surtout pour les enfants. En vrai. Maintenant, pour le côté positif, on est sur l'idée de mettre fin à un conflit, de mettre fin à un modèle de couple qui ne marchait pas. Donc déjà, peut-être que pour les enfants, c'est pas mal. Absolument. D'avoir quelque chose de plus joyeux, c'est ça aussi de plus pour léger. Les enfants, absolument. Parce qu'on pense, et il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut rester à tout prix marié pour les enfants. Alors qu'en vrai, le fait que les enfants se retrouvent témoins d'un couple qui se met en conflit en permanence ou qui s'éloigne, même que des colocataires. Quel exemple est-ce qu'on donne à nos enfants ? Alors, vous aimez aider votre prochain, donner des conseils pour éviter, bien sûr, on peut éviter le divorce, en tout cas, on peut essayer de rattraper la situation. Mais ce qui est très sympathique dans votre, dans le prolongement de votre activité professionnelle, c'est que vous avez créé un groupe de parole sur Facebook. Absolument. Qui s'appelle Célibam. Ouais. Alors, dites-moi un petit peu plus de quoi il s'agit exactement, à qui c'est ouvert, est-ce que c'est pour les femmes, les hommes ? C'est un groupe qui est ouvert aux personnes célibataires, mais initialement divorcées. Pour l'instant, il n'y a pas de limite d'âge, mais on partait quand même pour faire une limite qui part à partir des 40 ans, parce qu'on se rend compte quand même que ça peut être à partir de là. Mais on a aussi dans la trentaine ceux qui finalement se retrouvent dans cette difficulté-là. Et en fait, l'idée de ce groupe, c'est de réfléchir sur ce statut-là, de divorcé, de célibataire, et de se dire voilà comment je me positionne aujourd'hui dans ma vie. Il y a des thèmes de discussion. Alors déjà, on fait des web meetings tous les 15 jours. D'accord. Dans lesquels, sur Facebook ? Sur Facebook. Donc le groupe s'appelle Célibam, donc on le retrouve comme ça sur Facebook. Et en fait, donc les gens d'abord demandent l'adhésion. Il y a des conditions. Un groupe francophone. Voilà, c'est un groupe francophone pour le moment. Donc les gens demandent l'adhésion. Donc on valide déjà qu'ils soient en Israël, qu'ils soient célibataires. Et puis ils remplissent ensuite un questionnaire sur leur parcours sentimental pour avoir un profil,
qu'on puisse comprendre un petit peu leur historique. Et après, on est amené à faire un questionnaire psychologique pour comprendre un petit peu leur dynamique intérieure et les aider éventuellement par rapport à leurs difficultés, à leurs blocages qu'ils peuvent avoir dans leur vie relationnelle. D'accord. Alors, des rendez-vous tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Et on aborde des thèmes comme comment se prévenir d'un pervers narcissique, comment parler à ses enfants. Du divorce. Du divorce, théoriquement, la personne est divorcée déjà, donc alors, plutôt de la recomposition, en fait. De la famille, d'accord. De la famille, pas du remariage, de quelque chose qui tend vers le remariage, parce qu'en vrai, c'est pas le divorce qui pose le plus problème aux enfants. C'est après. C'est après. Il faut changer son discours, la façon dont on s'adresse à ses enfants, ce qu'on leur raconte. Est-ce qu'on doit tout dire, pas tout dire ? Suivant l'âge, on doit donner un certain niveau de détail. Voilà, on ne peut pas donner tous les détails aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont trop jeunes, exposés à des détails. Après, du coup, ils se posent trop de questions et ils rentrent dans un monde qui est trop... Qui n'est pas le leur. Qui n'est pas le leur. C'est pas pour eux. Voilà. Ok. Donc, on aborde différentes thématiques et chacun monte sur le live pour raconter un peu son histoire et on fait ressortir... Chacun son tour, en fait. Chacun son tour. D'accord. Voilà. Donc, en général, c'est 1 à 2 personnes qui va monter sur le live, qui va raconter un peu son parcours. Et puis, bien sûr, moi qui vais... Vous jouez le rôle du modérateur. Voilà, je fais en sorte à ce qu'on puisse faire ressortir une problématique, une situation qui soit commune aux autres, dans laquelle les autres s'identifient. Alors, ce qui est très sympa dans votre groupe Célibam, c'est que oui, vous faites des choses en ligne, mais vous avez aussi une rencontre mensuelle. Absolument. C'est très sympa. Et vous vous déplacez dans les villes. Voilà, on se déplace dans les villes parce qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver en majorité, enfin, en tout cas, des personnes qui peuvent se retrouver à Ashkelon, d'autres à Netanya, d'autres à Tel Aviv. Donc, on va monter un événement. Et en fait, on va proposer à ceux qui sont intéressés de s'y inscrire. Alors, vous donnez rendez-vous dans un café, chez quelqu'un ? Comment vous faites ? Ça peut être chez quelqu'un ou dans un café. Okay. Voilà, là, le premier qu'on a fait, c'était à Ashkelon. Chez une personne d'une 60aine d'années, peut-être que je la rajeunis. Mais bon, disons que voilà, elle a montré beaucoup de vie au travers de ce groupe. Au fur et à mesure, elle s'est sentie de plus en plus accompagnée. C'est quelqu'un qui était vraiment en grande détresse ? Ouais. Et finalement, elle se sentait vraiment seule. Et en vrai, de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui peuvent partager aussi, qui peuvent vivre la même problématique, mais qui vont le vivre de meilleure façon. C'est-à-dire, je reste pas chez moi, je me morfonds pas, je me mets pas à pleurer, je reste pas à la télé, je reste pas à regarder la télé. Non, j'essaie de comprendre ce qui va m'arriver, et puis j'essaie de me motiver pour sortir, pour voir du monde, pour faire des choses, voilà. Et du coup, elle nous a invités sur sa terrasse. On s'est retrouvés comme ça, une petite dizaine de personnes, à discuter, à parler de chacun, de sa vie. Et c'était très intéressant aussi de voir la différence entre la version en ligne et la version réelle. Parce que les gens, ils sont différents quand ils sont en ligne, quand ils sont en réel. Et on voit comme ça cette personnalité qui se révèle et différemment de lorsqu'elle est en ligne. Ouais, intéressant. Voilà. Ah oui, rien ne remplace le contact, le vrai, ça c'est certain. Donc, un groupe plein d'avenir, c'est un projet qui vous tient à cœur ? Absolument, c'est un groupe plein d'avenir parce que là, pour l'instant, il y a des francophones, on compte intégrer aussi les Israéliens, enfin les personnes qui parlent hébreu, parce que l'idée, c'est aussi d'ouvrir les personnes au monde qui les entoure, de ne pas rester enfermé déjà dans le monde francophone, qui, quand on est divorcé, se rapetissit considérablement. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et voilà, pouvoir aussi les ouvrir vers des rencontres, vers des cultures différentes. Donc vous avez une trentaine de personnes qui vous suivent, plus ou moins, et puis en fonction des villes où vous allez, et ça c'est sympa de se déplacer dans les villes. Bien vous avez d'autres... Et on va venir bientôt à Jérusalem, parce qu'on a des personnes ici à Jérusalem. Et voilà, donc comme ça c'est dit aussi. Voilà. Juste pour terminer, vous avez quelques conseils à donner
à ces gens qui sont sur le fil, qui n'ont pas encore pris vraiment leur décision? Alors, ceux qui n'ont pas pris leur décision, déjà, faudrait vraiment déjà repérer les signes avant-coureurs qui permettraient de dire, on est en train de dépasser nos limites et il faut qu'on fasse quelque chose. Donc voilà, déjà, quand on se rend compte qu'on est au bout, des fois, c'est plus l'un que l'autre. Il faut que les deux soient coordonnés pour se dire, bon, je reconnais que ça va pas. Et à ce moment-là, envisager éventuellement dans un premier temps une séparation thérapeutique. On appelle ça une séparation thérapeutique, c'est-à-dire, avant d'envisager de divorce, peut-être qu'on doit s'éloigner un petit peu et voir qu'est-ce que ça donne et voir si vraiment on est prêt à faire ça. Et puis de toute façon, donner une progression à cette séparation. Il y a cette idée-là. Il y a l'idée d'aller consulter un vrai professionnel de couple. Parce que souvent, des personnes qui se retrouvent en difficulté dans leur couple, ils vont aller consulter. Oui, écoute, celui-là, il va t'aider, celui-là, il va t'aider, celui-là, il va t'aider. Et en vrai, il y en a qui ne sont pas professionnels en la matière et qui vont peut-être plus. Ils vont aider une personne et pas l'autre. Mmh. Et c'est ça la difficulté, c'est de connaître toutes les problématiques, c'est d'avoir des modèles de fonctionnement par rapport au couple qui permettent d'aider. Et souvent, les décisions, parfois, elles se prennent après avoir été voir quelqu'un qui n'était pas assez compétent ou pas adapté à leurs problématiques. On peut rien faire. Si on n'a pas le choix, que finalement on se dirige vers la séparation, il faut aussi prendre en compte la problématique des enfants, le mal-être des enfants. Est-ce que ça vaut le coup d'aller consulter tous ensemble Absolument, fondamental. Tous ensemble. Même s'il n'y a pas vraiment de problème, mais tous ensemble, moi j'aurais dit que si on sent que on ne saura pas déjà l'annoncer. Déjà parce qu'il y a l'annonce du divorce. Faut pouvoir l'annoncer correctement et que les enfants puissent le prennent bien. Ça démarre de là. C'est comment je dis ça à mes enfants. Voilà. Et après, c'est comment mes enfants ils vont pouvoir vivre la séparation, l'absence, la relative absence, parce qu'on n'est pas toujours sur des gardes partagées. Donc tout ça, il y a un accompagnement, surtout pour les enfants. C'est important. Absolument. C'est fondamental. Bon, alors Ariel Simoni, nous on était ravis de vous avoir reçu. Merci. On va quand même vous donner votre numéro de téléphone. Vous consultez Aranana et en ligne, bien sûr, 054 774 07. Et puis si on a envie de se joindre à votre groupe de parole Célibam, c'est sur Facebook, donc c'est assez facile. J'espère que si ça peut vous aider ou si ça vous tente, n'hésitez pas. Ça a l'air très sympathique. En tout cas, bravo pour l'initiative. Et puis on se retrouvera une prochaine fois avec plaisir. Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu.